Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham le JCE. Alors, vidéo faite un petit peu au débeauté, pas fini mon premier café du matin. Vidéo on va dire plutôt d'actualité, mais pas d'actualité de ma chaîne, actualité du jeu. Voilà. Donc, c'est quand c'est hier. Ouais, c'est ça, mis en ligne un jour. Voilà, j'ai vu que sur la chaîne Horror Arkham JCE TV, et cette vidéo, nouvelle FAQ, liste des tabous et informations sur les rotations. Et je me suis dit, tiens, j'ai raté ça. Alors FFG, je sais pas vous comment vous suivez l'actualité, moi avant je voyais passer leurs tweets sur Twitter, et je passe moins de temps sur Twitter, donc désormais, voilà, je l'ai raté. Et effectivement il y a marqué le 11 juillet, nouvelle version des FAQ, voilà. Donc je suis allé regarder, et effectivement voilà, il y a cet article du 11 juillet, alors j'ai lu vraiment en diagonale, donc ils ont mis à jour une FAQ. Alors ils précisent que dans la FAQ désormais il n'y a plus d'images pour que ça soit plus facile à lire, et ils disent tiens voilà version bêta de 3 environnements de jeu. Je passerai très rapidement là-dessus. Donc j'ai parcouru, ils expliquent, voilà les errata, c'est comme les moustiques, ça devrait pas exister, mais bon, le monde est pas parfait, c'est... Voilà. Bon, je vous laisserai lire, je vais pas faire la traduction. Voilà, clarification, un endroit y mettre quelques petits spoilers, voilà. Je sais plus où. Bon, donc j'ai pas regardé les détails. Il y a quelques explications, voilà, sur les tabous. Ils expliquent pourquoi certaines cartes ont été modifiées. Et Ultimatum, je m'en sers jamais. Boon, je sais pas ce que c'est. Refractions, alors encore une fois, j'ai pas lu les détails parce que en fait, pour la liste des tabous, je me suis dit, je vais quand même les commenter, les changements, mais concrètement, je les appliquerai dans mes créations de deck quand je les verrai sur ArkhamDB. Surtout qu'actuellement, je joue exclusivement jeu sur mon ordinateur. Donc voilà, je prends en compte ce qui est, je pourrais dire, informatique. Voilà, c'est parce que si à chaque fois je dois aller sur le document des tabous, c'est pas pratique. Les environnements, bon voilà, très rapidement, je vais vous lire l'environnement actuel pour voilà, je suis nouveau dans le jeu, je veux jouer uniquement avec ce qui est nouveau. Donc seulement la boîte de base, les decks investigateurs et les dernières extensions investigateurs les plus récentes. Ok. Legacy, je sais pas, en français je suppose que c'est censé se traduire par héritage. Je veux jouer avec tout. Ou je ne veux pas changer la façon dont je joue au jeu. Ça, moi, c'est ce à quoi je vais me tenir. Et pour accommoder changement de difficulté, il est probable, en tout cas pour les parties, enfin, on verra, mais il est probable que je joue plus fréquemment en expert. Mais en tout cas, moi, j'aime pas l'idée de j'exclus certaines cartes de mon pool de cartes. Et voilà, je veux me lancer un défi avec différentes approches. Bon. Encore une fois, si ça vous intéresse, je vous laisse lire. Il y a des questions-réponses, et donc ce qui nous intéresse, c'est le document en question. Voilà, PDF de 28 pages, et moi je suis allé voir la liste des tabous, et je vais vous les commenter brièvement. Heureusement, ils sont intelligents quand même, c'est tout ce qui est nouveau est en rouge, voilà. Donc Chained Unchained, c'est-à-dire celles qui ont un changement de coût d'expérience. Nouveauté, il y en a 2. Alors, premier changement, pluie de coups. Pluie de coups coûte, que je retrouve ça, coûte 2 XP de moins. Alors, point très important, je vais vous vérifier, c'est pas marqué. Voilà. Le niveau d'une carte reste le même, mais ça coûte un nombre différent d'expérience pour l'acheter. Donc par exemple, Furie de coups, c'est une carte de niveau 5, elle a été créée comme carte de niveau 5, elle ne coûte que 3 XP si on applique la liste des tabous, mais par exemple Lola Eyes, qui peut avoir toutes les cartes jusqu'au niveau 3, ne peut toujours pas prendre la pluie de coups. Donc c'est un événement qui coûte 2, à jouer uniquement si vous contrôlez un soutien corps à corps,
En tant que coût supplémentaire pour jouer plus de coups, dépensez une action. Trait tactique double et condamné. Combattre, choisissez un soutien corps à corps que vous contrôlez et effectuez immédiatement une action combattre avec ce soutien, sans payer son coût d'action. Vous avez le droit de répéter cet effet jusqu'à 3 fois supplémentaires. Après la résolution de la dernière attaque, si c'est votre tour, il se termine. Donc, vous jouez la carte. Vous payez une action. On vous dit que quand vous la jouez, vous devez dépenser une action supplémentaire. Donc vous dépensez 2 actions, vous faites une attaque, et vous répétez l'effet jusqu'à 3 fois. Donc, 1, 2, 3 fois. Vous payez 2 actions, et vous avez 4 attaques. Donc vous avez gagné 2 attaques. Alors attendez... Ah oui, ça le trait combattre, donc ça provoque pas d'attaque d'opportunité. Ok, très bien. Donc, vous transformez 2 actions en 4 actions de combat avec une arme de corps à corps. Vous n'êtes pas obligé de jouer ça comme première action. Donc, pendant votre tour, vous faites une action de combat avec votre arme de corps à corps. Et ensuite, vous pouvez faire encore 4 actions. Bon, alors les gens étaient pas très enthousiastes. Bon, là désormais, ça vous coûte 3 XP. 3 XP, 2 ressources, voilà. Alors il y a quand même... Bon, j'ai pas trop d'avis sur la question, j'ai jamais joué cette carte. Mes gardiens, je les joue plus souvent avec des armes de tir qu'avec des armes de corps à corps dernièrement. Mais il y a quand même un truc à noter, que je mentionne de temps en temps. Chaque fois que vous avez une carte qui fait d'un tour un tour boosté, là quand même pluie de coups, ça vous permet de passer au total de 3 attaques à 5 attaques pendant votre tour. Voilà, quand vous faites un gros tour, un tour plus conséquent, vous pouvez vous pencher sur est-ce qu'il y a des cartes qui vous disent pendant tout le tour vous avez un bonus. Et là par exemple, pour rappel, alors carte que je n'ai plus joué depuis longtemps, j'avais joué ça avec Caroline Fern, vue perçante, un permanent, dépensez de ressources, vous gagnez plus en force jusqu'à la fin de la phase. Donc pluie de coups, vous avez le droit à au total 5 attaques pendant votre tour. Si vous avez 2 ressources, 5 attaques à force plus 1. 4 ressources, 5 attaques à force plus 2. Et justement, Caroline Fern, si en soignant... je vais rapidement le mentionner. Alors c'est une idée comme ça, hein. Mais vous avez Caroline Fern avec en jeu Peter Sylvestre amélioré et le couperet. Vous combattez avec le couperet, de temps en temps vous infligez une horreur pour que votre attaque fasse 2 dégâts. Cette horreur, vous la mettez sur Peter Sylvestre de niveau 2 tant qu'il peut l'encaisser. À la fin de votre tour, Peter Sylvestre se soigne de cette horreur, sachant que quand vous achevez un ennemi avec le couperet, vous vous soignez d'une horreur, donc vous alternez les horreurs sur Peter Sylvestre et sur Caroline Fern. Chaque fois qu'un effet de carte contrôlé par Caroline Fern soigne de l'horreur d'un investigateur ou d'un soutien lié, le contrôleur gagne une ressource. Donc chaque fois que Peter Sylvestre se soigne d'une horreur, Caroline Fern gagne une ressource. Chaque fois que le couperet soigne Caroline Fern d'une horreur, elle gagne une ressource. Alors pour rappel, elle n'a pas le droit aux armes de niveau 1 ou plus, mais elle a le droit au couperet. Donc voilà, Caroline Fern, si vous la jouez en polyvalente, vous la faites combattre au couperet. Elle accumule les ressources, et puis à un moment donné, il y a besoin qu'elle aide fortement. Elle a accumulé 6 ressources. Elle a plus 3 en force pendant toute une phase. Et ensuite, plus 3, elle va faire jusqu'à 5 attaques avec son couperet. Force, alors seulement 2 de base, ouais, c'est pas beaucoup. Donc force 2 de base, le plus 1, voire plus 2 du couperet, donc ça fait 3 ou 4. Et le plus 3 de vue perçante, ça fait 6-7. Elle va faire 5 attaques au couperet à force 6 ou 7. Et potentiellement, elle fera les dégâts 2 par 2. Bon, voilà. Pas trop d'avis sur la question. Deuxième carte, Archibald McVeigh qui coûte 2 expériences de moins. Et je l'ai mentionné dans un deck récemment, voilà. Donc Archibald McVeigh,
il est de niveau 5, maintenant il ne coûte plus que 3 XP, il coûte 4 ressources, il a 2 points de vie, 3 points de santé mentale, on ne peut le mettre dans un deck seulement d'assistants, de reporters ou d'érudits, il a 4 secrets, il donne plus 1 en intelligence, et les secrets sur les soutiens qu'on contrôle peuvent être dépensés en tant que ressources pour payer des événements perspicacité. Alors c'est clairement une carte faite pour Agatha Crane, qui va vouloir jouer des événements perspicacité depuis sa défausse après la fin de son tour. Donc voilà, ah bah tiens, j'y pense. Alors je vais ressortir mes listes de decks. C'est un petit peu con que je l'ai pas remarqué plus tôt. Mais voilà, Agatha Crane, début de campagne. Si elle prend dans le vif du sujet, elle a 3 XP. Eh ben elle peut commencer avec une copie d'Archibald McVeigh dans son deck. Voilà. Ouais, c'est vrai que 5 XP c'était peut-être un petit peu trop. 3 XP, moi je pense que dans un deck Agatha Crane très bon, dans d'autres decks, faudra voir si vraiment vous jouez plein de perspicacité qui vous coûtent des ressources. Par exemple, Joe Diamond. Ensuite, on a les Mutated. Donc ça, on change le texte de la carte. Swift Reflex, donc Réflexe, tout simplement. Carte de niveau 0 qui coûte 2. Très stratagème, rapide, à jouer lors du tour de n'importe quel investigateur, excepté pendant une action. Effectuez immédiatement une action comme si c'était votre tour. Cette action ne compte pas dans le nombre d'actions que vous pouvez effectuer à chaque tour. Donc 2 ressources et une carte pour avoir une action supplémentaire. Bon voilà, ça peut... Et donc maintenant ce n'est utilisable que 2 fois par tour. Bon, ça fait un peu penser à Présence d'Esprit qui fait gagner une action et qui est limitée à 1 fois par round. Bon réflexe, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous transformez une carte et 2 ressources en une action pendant le tour de n'importe quel investigateur. Ça peut permettre de bonnes manipulations de timing. Voilà, je sais pas, j'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple précis. Mettons l'investigateur A. Tiens, j'ai fait des parties dans le cercle brisé. Donc, on va dire ça, l'investigateur A enquête. Il échoue. Ça déclenche une capacité hantée du lieu. La capacité hantée du lieu, c'est... ou un pion du chaos, tiens. Le pion du chaos dit, en cas d'échec, s'il y a un ennemi dans votre lieu, il vous engage et vous attaque. Bon. Et maintenant, l'enquêteur est engagé avec un ennemi. Et le combattant, il joue réflexe, il dit, je fais une action pendant ton tour. Mon action, c'est d'engager ton ennemi. Ok. Et maintenant, l'enquêteur continue ses enquêtes. Ensuite, on joue le tour du combattant, il combat l'ennemi. Ou alors... je suis en train de réfléchir... Ouais, voilà, engager des ennemis, faire une enquête avant de... parce qu'il est nécessaire de vider le lieu avant de faire une action, ou potentiellement, s'il faut abandonner que c'est le dernier round, voilà, j'ai un exemple. Encore une fois, c'est des questions de timing, donc c'est vraiment du situationnel, mais imaginons, l'investigateur A se déplace, l'investigateur B utilise protection rapprochée de niveau 2 pour se faire déplacer en même temps, et on arrive dans le lieu final, dans le lieu dans lequel on peut abandonner. Problème, il faut que l'investigateur B fasse quelque chose pour que l'investigateur A puisse abandonner. Sauf que là, c'est le dernier tour de l'investigateur A de la partie. L'investigateur B, il joue réflexe et il fait, je sais pas moi, un test de force, il dépense ses indices ou autre. Ça y est, les conditions d'abandon sont réunies. Dernière action de A, il abandonne, c'est le tour de B, il abandonne. Et sans réflexe, A n'aurait pas pu abandonner, B aurait pu abandonner, et dans certains scénarios, l'investigateur qui abandonne pas, il est vaincu. Si c'est le 7e scénario d'une campagne, ça peut être, ou même par exemple dans l'asile d'Arkham de mémoire, c'est vous n'êtes pas sorti avant la fin du scénario, vous êtes mort, vous devez remplacer votre investigateur.
Voilà, réflexe, ça peut servir à ça. Et le fait de le limiter, je pense que c'est des trucs du style, voilà, vous les accumulez, vous jouez double. Alors, voilà. Voilà, je pense que c'est pour éviter que les investigateurs puissent faire des tours gigantesques, du style sursis, plus réflexe, plus ton mal en patience, plus machin truc, et le dernier tour du scénario, voire de la campagne, j'ai le droit à 12 attaques pour faire un total de, 36 dégâts à l'ennemi. Bon, voilà. Ensuite, on a Chuck Fergus. Le premier tiré sur la carte indique désormais cet événement gagne rapide, joué uniquement lors de votre tour. Donc pour rappel, Chuck Fergus, version niveau 2 ou niveau 4, c'est quand vous jouez un événement tactique ou ruse, inclinez Chuck Fergus. Version niveau 2, on choisit une option, version niveau 5, on choisit 2 options. Les options, c'est cet événement gagne rapide, donc désormais c'est rapide, mais on doit le jouer pendant son tour. Deuxième possibilité, il coûte 2 ressources de moins. Troisième possibilité, on a plus 2 à la valeur de compétence tant qu'on effectue un test de compétence lors de la résolution de cet événement. Donc pour rappel, voilà le timing d'un round. Quand vous jouez, quand un événement est rapide et qu'il n'y a pas de précision, on peut le jouer dans chacune des fenêtres de joueurs. Voilà. Et donc, Chuck Fergus, avant cette dernière version des tabous, vous pouviez jouer un événement tactique ou ruse pendant n'importe lequel de ces moments. Par exemple, face des ennemis. Alors au passage, ça c'est un truc, je me plains souvent donc du site Horror Arkham, arkhamhorror.app, mais un truc qui est très bien, c'est que ça met bien en évidence toute la séquence, et notamment les fenêtres de joueurs. Donc dans la phase des ennemis, la phase commence, les ennemis chasseurs se déplacent, et là, fenêtre de joueurs. Jusqu'à présent, et c'est toujours le cas si vous n'utilisez pas la liste des tabous, Chuck Fergus vous permet de jouer un événement tactique ou ruse après le déplacement des ennemis chasseurs, mais avant leurs attaques. Donc vous aviez la possibilité d'attendre qu'un ennemi chasseur entre dans votre lieu et dire « Allez hop, un petit coup de gauche-droite ». Donc voilà, ennemi chasseur arrive dans mon lieu, je le combats à force plus 1, si je réussis, je le combats à force plus 2 et je lui inflige plus 1 dégât. Et potentiellement, si vous jouez Léo Anderson, vous pouviez carrément sortir le gauche-droite de niveau 5, combat, réussite automatique en faisant plus 1 dégât, puis possibilité de combattre à nouveau, contre le même ennemi ou contre un autre, à force plus 3 et plus de dégâts. Donc vous avez un ennemi qui a 2 points de vie ou moins, et un ennemi à 3 points de vie ou moins qui entre dans votre lieu, avant qu'il puisse vous attaquer, gauche-droite, paf le premier est tué, paf le deuxième est tué. Ce n'est plus possible. Bon, par contre, on a encore tout un tas de petits trucs et astuces. Je vais en rappeler un rapidement. Je pense que j'ai fait une vidéo combo là-dessus. Alors, que je trouve un bon exemple. Non, c'est peut-être pas là, c'est... Comment ça s'appelle cette carte déjà ? Force et l'entrée. Force et l'entrée. Voilà. Donc Chuck Fergus vous permet toujours de jouer un événement rapide pendant votre tour. Ce qui veut dire, voilà, pendant la phase d'investigation commence, là c'est toujours pas votre tour, là vous choisissez que votre tour commence, vous avez une fenêtre, vous jouez une action, ensuite de nouveau fenêtre de joueur, action, fenêtre de joueur, action, fenêtre de joueur, action, et hop, il faut que j'ouvre. Et alors le timing que je veux, c'est le timing des tests de compétences. Voilà. Skill test timing. Lors d'un test de compétences, déterminer la compétence testée. Fenêtre de joueur. Attribuer des cartes. Fenêtre de joueur. Donc vous pouvez dire c'est mon tour, j'enquête avec lampe torche. Fenêtre de joueur,
hop, j'utilise Chuck Fergus, je dis je vais rendre un événement rapide. Il faut qu'il ait le trait tactique ou ruse. Et ben forcer l'entrée à le trait ruse. Je fais une enquête. Sauf que en fait vous faites une enquête dans une enquête. Vous êtes tout ça, c'est votre enquête. Or, grâce à lampe torche, et ben cette enquête, enfin pendant toute la durée de l'enquête, le lieu a moins 2 de valeur occulte. Donc le lieu a aussi moins 2 de valeur occulte pour forcer l'entrée. Voilà. Donc forcer l'entrée, vous enquêtez contre valeur occulte moins 2 et blablabla. Donc Chuck Fergus est quand même toujours très bon, mais effectivement désormais on peut pas dire allez hop, pendant la phase des ennemis, je fais 5 dégâts avec un droite-gauche, avec un gauche-droite de niveau 5. Voilà. Carte suivante. Carte suivante. Ouais, c'est bon, ça enregistre bien. Mot de pouvoir. Blablabla. Alors, mot de pouvoir, c'est cette carte personnalisée. On a une carte qu'on attache à un ennemi non élite, puis on peut faire une action de discussion pour donner un mot d'ordre à cet ennemi. Quand on personnalise la carte, on a accès à d'autres mots d'ordre. On peut... Cette carte-là, honnêtement, alors moi j'aime beaucoup me prendre la tête sur le jeu, chercher les combos bizarres, tordus. Là, c'est trop prise de tête. Franchement, j'ai une carte que j'attache à un ennemi pour que l'ennemi me soit utile, pour... Non. Là, je vous le dis clairement, je vous laisse vous débrouiller tout seul. Alors, hold up, blablabla. Alors ça, j'ai mis du temps à comprendre. Le nouveau texte de la carte, c'est donc tout ce qui précède et ensuite, si vous réussissez, jouez le soutien choisi en réduisant son coût du montant, de combien vous avez réussi. Ok, et que disait la carte? Donc c'est tout ce passage-là. Alors je vais quand même lire le reste. Donc Hold Up, c'est un événement de niveau 0 qui coûte 1, qui est une illustration... je trouve qu'il a une drôle de tête le mec, mais bon. Très tactique et ruse. Discussion, choisissez un ennemi dans votre lieu et un soutien objet dans votre main. Effectuez une action combattre contre l'ennemi choisi. Et c'est là que le texte change. Avant, c'était en cas de réussite, à la place d'infliger des dégâts. Et ben désormais, dans la phrase, il n'y a plus à la place d'infliger des dégâts. Donc désormais, le texte est en cas de réussite, jouez le soutien choisi en réduisant son coût d'un nombre égal à chaque point de réussite. Et ça, je trouve que ça fait un peu penser à révéler les anciens. Révéler les anciens de niveau 0, c'est enquêter, choisissez un soutien chercheur dans votre main. La difficulté de ce test de compétence est égale au coût imprimé du soutien choisi. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, mettez en jeu le soutien choisi, et puis bon, un petit truc en plus. Donc il fallait réussir une enquête pour jouer un soutien sans gagner d'indices. Et la version de niveau 2, c'est enquêter. Il n'y a plus écrit de à la place. Donc révélez les anciens de niveau 2. Vous faites une enquête. Si vous réussissez, vous avez un indice. Et vous pouvez jouer des soutiens. Voilà. Et il y a une combo avec loop de niveau 1, j'ai dû faire une vidéo sur le sujet. Et ben désormais, voilà, Hold Up. Vous avez cette carte-là, vous la jouez, vous faites une discussion, donc pas d'attaque d'opportunité, vous choisissez un ennemi dans votre lieu. Alors, il faut pas qu'il soit distant et non engagé, parce qu'il faut pouvoir le combattre, mais bon. Vous choisissez un soutien objet dans votre main, peu importe lequel, vous faites une action de combattre, alors... Il n'y a toujours pas marqué action de combattre basique, donc je vais quand même vérifier. Si je fais une faute de frappe, ça va pas marcher, voilà, basique, toujours pas. Does not specify basic. Bon, donc vous faites une action combat n'importe quoi. Je sais pas, vous dites, j'ai une machette en jeu, je combats à la machette. Et si je réussis, et ben voilà, donc je peux quand même faire les dégâts. Je sais pas, allez, un petit exemple. Donc vous avez un ennemi que je déteste, voilà, alors attendez, le machin de sphère. Voilà,
Ah d'accord, en anglais c'est conglomeration, mais en français c'est agglomérat. L'agglomérat de sphère. Forcé, après que vous avez effectué une attaque contre l'agglomérat de sphère en utilisant une carte corps à corps, défaussez cette carte. Donc imaginons que dans votre lieu vous avez l'agglomérat de sphère et un autre ennemi. Vous utilisez hold up pour attaquer l'autre ennemi avec votre arme corps à corps. Dans votre main vous avez un 45 automatique, et ben vous jouez le 45 automatique pour tirer sur l'agglomérat de sphère et protéger votre carte corps à corps. Voilà. Ouais. Bon. Donc avant c'était une carte, une ressource pour faire entrer en jeu un objet, a priori une arme, sans me prendre d'attaque d'opportunité. Désormais c'est j'ai quand même droit à une attaque, donc c'est plus fluide. On perd moins d'actions de combat. Bon. Sinon, comme je le dis souvent, faut avoir de l'encaissement. Alors, ça peut être très intéressant en solo. Voilà, maintenant que j'y pense, c'est beaucoup plus intéressant en solo. Début de partie, vous jouez votre lampe torche, vous faites vos enquêtes, vous décidez de ne jouer votre arme que lorsque c'est réellement nécessaire, un ennemi apparaît, vous jouez hold up, et vous jouez l'arme que si c'est nécessaire. Et potentiellement, sur un scénario, vous ne piochez aucun ennemi, et ben votre arme reste dans votre main, et vous n'avez pas gaspillé d'action pour la jouer. Ouais, voilà. Voilà. Alors, 30 minutes d'enregistrement, moi je comptais faire une vidéo de 15 minutes, bon. Coordination œil-main. Donc désormais on est limité à une carte de niveau 0 à 3. Voilà, donc coordination œil-main. Événement de niveau 1 qui coûte 1, très perspicacité, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Résolvez une capacité d'action sur un soutien outil ou arme, désormais niveau 3 max, que vous contrôlez sans payer son coût d'action. Et c'est marqué je crois dans la nouvelle, c'est un petit peu comme le tour de passe-passe, qui pareil, version imprimée c'est un soutien objet de votre main, qu'on met en jeu et à la fin du tour on le remonte en main. À un moment donné, je crois que la liste des tabous vous disait, ce soutien il faut qu'il occupe une main max, donc ça pouvait pas être un lance-flamme par exemple, mais la version actuelle de la liste des tabous c'est qu'il doit être de niveau 0 à 3. Voilà, pareil pour coordination œil-main, et moi j'avais mis une critique, une combo, c'est que coordination œil-main, ça peut toujours être utilisé pour recharger l'arc décoré sans se prendre d'attaque d'opportunité, vu que c'est un effet rapide. Donc vous tirez avec l'arc. Alors dans ma combo je mentionne Schizo Tool, parce que je pense qu'il est bon pour tirer à l'arc. Donc vous tirez avec l'arc, il n'y a plus de munitions sur l'arc. Coordination œil-main, vous rechargez l'arc. Deuxième action de votre tour, vous retirez avec. Ok. Par contre, je mentionnais, je sais plus où, je mentionnais qu'avant cette liste des tabous, coordination humain pouvait également être utilisé sur le Mauser Tangewehr. Donc le Mauser, bon, je vais pas relire toute la carte, mais il a un type de munition particulier, les obus. On ne peut tirer que si le Mauser est redressé, et il faut dépenser une action et l'incliner pour reconstituer l'obus. Et donc évidemment, on se prend des attaques d'opportunité. Coordination humain ne marche plus sur le Mauser. Voilà. Mais toujours sur l'arc décoré. Le sang de Thoth. Alors le sang de Thoth, il y a pas mal de changements. Alors je vais... Voilà, si je l'ai à côté, ça sera plus pratique. Mince. Alors attendez, je vais aller... Voilà. Donc le sang de Thoth, la réaction c'est désormais quand de la fatalité est placée sur une carte que vous contrôlez, placez une ressource, de la réserve de ressources, sur le sang de Thoth en tant qu'offrande. Et ensuite, blablabla. Le sang de Thoth, une carte qui semblait vraiment nulle, un soutien mystique qui occupe un emplacement d'accessoire, ce qui est gênant. Réaction quand au moins une fatalité est placée sur une carte que vous contrôlez. Inclinez sang de Thoth, placez une ressource sur cette carte, prise dans la réserve de pion en tant qu'offrande. Donc la carte telle qu'imprimée, vous ne pouvez gagner qu'une offrande par round. Ok, donc désormais c'est à chaque fois que vous mettez au moins une fatalité sur une carte que vous contrôlez,
une offrande sur le sang de Thoth. Et c'est mentionné dans l'article. Sang de Thoth, ça a été conçu comme carte pour aider les investigateurs qui jouent avec les fatalités. Par exemple, Marie Lambeau, tant qu'elle a une fatalité sur une carte qu'elle contrôle, elle a une action supplémentaire pendant son tour pour soit jouer des cartes sorts, soit activer des cartes sorts. Mais il y a aussi Amina Zidane. Alors elle, le truc c'est voilà, quand vous jouez un soutien, réduisez de 3 son coût en ressources, il entre en jeu avec une fatalité sur lui. Alors bon, ça ne fait pas poser des fatalités parce que la carte arrive avec une fatalité sur elle, il n'y a pas, je pense, d'étape, je mets la carte, puis je pose la fatalité. Donc ça n'active pas le sang de Thoth. Mais par contre, quand on joue Amina Zidane, on est incité à jouer avec toutes les cartes qui se prennent des fatalités. Dans son cycle, les clés écarlates, on a la serpe de cérémonie, ça occupe un emplacement de main, c'est du combat, il y a une capacité pour mettre de la fatalité dessus, et infliger 2 dégâts en une action, ou alors une possibilité pour retirer la fatalité. Et le retrait de fatalité est plus efficace avec la version niveau 4. La baguette de sourcier, c'est le même concept, mais pour l'enquête. Le pentacle d'onyx, c'est le même concept, mais pour l'évasion. Dans le même cycle, on a le miroir astral. Vous avez un emplacement de main supplémentaire pour chaque emplacement d'arcane inoccupé. Donc si Amina Zidane n'occupe pas ses emplacements d'arcane, elle a un total de 4 emplacements de main. Et elle peut bien voir ces trois charmes pour le combat, l'enquête et l'évasion. Ok, elle peut aussi mettre dans son deck David Renfield, donc Amina Zidane, dans un trio dans lequel c'est la polyvalente, potentiellement elle fait entrer en jeu 4 fatalités dans son tour. C'est extrêmement risqué, mais c'est possible. Et avant, le sang de Thoth vous disait « Ok, félicitations, vous avez une offrande, désormais, voilà, un tour où Amina Zidane utiliserait les 4 cartes, elle met 4 offrandes sur le sang de Thoth. » La carte telle qu'imprimée dit, donc capacité gratuite, s'il y a au moins 3 offrandes sur sang de Thoth, retirez-les toutes et inclinez le sang de Thoth, choisissez un investigateur dans votre lieu qui effectue immédiatement une action comme si c'était son tour. Donc, il fallait attendre d'avoir les 3 offrandes, il fallait pouvoir incliner le sang de Thoth, donc il fallait pas avoir eu d'offrande à ce round, et comme on retire tout, on n'avait pas d'incitation à accumuler les offrandes pour le bon moment. Mais c'était, voilà, round N, je charge, N plus 1, je charge, N plus 2, je charge, N plus 3, je décharge, et on recommence. Donc le sang de Thoth, c'était une action gratuite tous les 4 rounds. Maintenant, la deuxième capacité de la carte, je vais y arriver, c'est lors de la phase d'investigation, sauf lors d'une action, dépensez 2 offrandes et inclinez le sang de Thoth. Choisissez un investigateur dans votre lieu qui effectue immédiatement une action comme si c'était son tour. Alors il faut toujours l'incliner, il y a besoin que de 2 offrandes, on ne dépense que 2 offrandes. Alors attendez, voilà. Donc round N, je mets 1 ou 2 offrandes, le sang de Thoth est toujours redressé, potentiellement je l'incline pour dépenser les 2 offrandes et hop, je donne une action. Et comme désormais la réaction ne nécessite pas de l'incliner, je peux accumuler des offrandes pendant ce round. Donc potentiellement, round N, j'ai une offrande, je dépense les 2 offrandes pour un tour, j'ai de nouveau 2 offrandes que je ne peux pas dépenser parce que la carte est inclinée. Mais round suivant, je ne gagne pas d'offrande, c'est pas gênant, il m'en reste encore 2. Donc maintenant, alors peut-être pas au tout début, mais avec cette carte-là, enfin la version tabou de cette carte-là, dès qu'elle est en jeu
dès que vous en avez la possibilité, vous placez des fatalités sur vos cartes. Alors je vais quand même rappeler... Ah oui, j'ai oublié de mentionner... Bon, je le mentionnerai après. Alors, attendez... Que je m'y retrouve... Voilà, c'est ça. Élie Rebâche et Dévoreur de péché. Pour rappel, dans ce cycle-là, qui joue beaucoup sur les fatalités dans les cartes mystiques, on a Élie Rebâche. On peut lui attacher 2 soutiens. Et pour chaque soutien attaché, il y a une fatalité qu'on comptabilise pas pour savoir si on a atteint le seuil de l'intrigue. Donc voilà, quand je dis vous avez 4 soutiens sur lesquels vous placez des fatalités potentiellement à chaque round, et ben il y en a 2 que vous attachez à Ali Rebâche, et ça comptabilise pas pour savoir si vous faites avancer l'intrigue. On a aussi le permanent exceptionnel de niveau 3, donc 6 XP pour l'inclure dans votre deck. Capacité gratuite, vous l'inclinez et vous mettez dessus une fatalité d'un soutien que vous contrôlez. Donc par exemple, vous déplacez la fatalité de votre serpe de cérémonie là-dessus. Ensuite, soit vous redressez le soutien duquel vous avez déplacé la fatalité, soit vous mettez une charge sur lui. Ok ? Et pour une action, vous retirez toutes les fatalités qui sont dessus. Et vous pouvez attacher ça à Élie Rebâche. Donc, en fait, si vous faites un deck, pensez là-dessus. Il y a 2 fatalités que vous avez mises en jeu vous-même qui ne sont pas comptabilisées dans le total. Et le Dévoreur des péchés, chaque round, vous déplacez une fatalité dessus, et au dernier moment, pour une action, sachant que vous avez le sang de Thoth dans votre deck pour vous donner des actions, et ben une fois tous les 2, 3, 5 rounds, selon les seuils des intrigues dans ce scénario, vous dépensez une action pour faire un petit peu de nettoyage dans les fatalités. Voilà. Et donc oui, le sang de Thoth, si vraiment vous arrivez à faire un très bon deck autour de cette carte-là, c'est un petit peu comme si vous jouiez conseil à chaque tour. Alors conseil, la carte de niveau 0 avait l'inconvénient que vous deviez dépenser une action pour donner une action à quelqu'un. La carte de niveau 1, c'est vous dépensez une action, vous donnez une action de plus à un joueur qui n'a pas encore joué, mais il aura +1 à chacun de ses tests. Voilà. Bon là, le sang de Thoth ne vous donne pas de +1, mais je pense que vraiment, si vous le jouez très bien, si vous optimisez à fond votre deck, j'essaierai de faire une liste prochainement, dès que les tabous seront mis à jour sur ArkhamDB, je pense que vous pouvez voir le sang de Thoth comme à chaque round, ou presque, un investigateur du groupe a une action de plus. Donc extrêmement efficace, je pense. Et je pense même qu'il y a un risque pour que dans la prochaine liste des tabous, ils soient obligés de modifier la carte du style, je sais pas, plafonner les offrandes sur la carte à 3 ou 4, pour pas qu'il y ait cet effet de j'accumule, je dis n'importe quoi, pour pas qu'il y ait l'effet j'accumule 10 offrandes, ensuite je ne place plus aucune fatalité de toute la partie, mais j'ai une action de plus chaque tour. Bon, on verra. Et enfin, ça faisait un moment que c'était pas arrivé, une deuxième carte interdite en version tabou, le Necronomicon. Alors j'ai vu une question, je sais plus où, quelqu'un demandait que va faire FFG lors de la réimpression du deck préconstruit de Harvey Walters, le pack qui incluait cette carte, parce que, alors déjà FFG a apparemment confirmé que ces decks préconstruits allaient ressortir, et la personne qui posait la question disait « La carte est interdite, elle était dans le pack, il faut bien mettre une carte à la place. » Eh ben, je suis pas du tout d'accord. Pourquoi ? Tout simplement, encore une fois, ça c'est la liste des tabous. La liste des tabous, c'est optionnel. Donc, je suppose, alors je n'ai pas d'informations, j'ai pas d'informations de la part de FFG, mais moi je suppose que FFG va rien changer, et va simplement admettre le fait que, oui,
on vous vend un pack qui contient une carte que vous ne pouvez jouer que si vous n'utilisez pas la règle des tabous. Mais la règle des tabous, c'est pas la façon standard de jouer au jeu. Ça a été dit, me semble-t-il, depuis le début, la liste des tabous, c'est destiné aux joueurs qui ont beaucoup joué au jeu, ou qui trouvent le jeu pas assez dur, ou qui veulent du défi, bref, c'est pas fait pour les débutants. Donc je pense que le pack va être sorti de la même façon, et simplement FFG dira, bah oui, si au bout de 100 parties, vous commencez à utiliser la liste des tabous, et ben après avoir fait 100 parties, il y a une carte que vous avez payée en achetant le pack, que vous ne pouvez plus jouer. Mais bon, bah, c'était la même chose pour Kit ou Double. Voilà. Voilà, donc moi ça me choque pas outre mesure. Concrètement, le Necronomicon, donc une carte de niveau 5. La précédente version des tabous faisait passer le coût de la carte à 8 XP. Donc niveau 5 qui coûte 3, 8 XP jusqu'à présent si vous jouiez avec la liste des tabous. Ça occupe un emplacement de main, c'est un objet, un livre, qui entre en jeu avec 6 secrets, on peut en avoir qu'un par deck. À noter, tiens, ils n'ont pas mis l'icône unique. Donc vous pouviez, j'avais jamais prêté attention à ça, vous pouviez jouer un quatuor de chercheurs et chaque chercheur en avait un en jeu. Bizarre, mais bon. Ça occupe un emplacement de main, donc ça entre en jeu avec 6 secrets, limite de 1 par deck. Capacité gratuite, dépensez un secret, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Dépensez 2 secrets, piochez 2 cartes, dépensez 3 secrets, découvrez un indice dans n'importe quel lieu, dépensez 4 secrets, infligez 3 dégâts à un ennemi engagé avec vous. Et ben cette carte-là, dès le départ, elle était très bonne. Voire même, je pense que dès le départ, elle était géniale. Bon, il y a plein de commentaires. 6 secrets avec cet effet-là, ça vous fait l'équivalent de 6 fois courage inattendu. Ou alors ça vous fait piocher 6 cartes au total. Alors à noter que rien ne fait incliner le Necronomicon, donc on peut on peut tout faire pendant le tour pendant lequel ça arrive en jeu. 3 secrets, un indice n'importe où, donc vous faites entrer en jeu le Necronomicon, vous dites je prends un indice, je prends un indice là et je prends un indice là. Même s'il y a une porte verrouillée, même s'il y a n'importe quel effet, vous ne pouvez pas enquêter, même s'il y a une valeur occulte de 9, je prends. Et pour 4 secrets, infligez 3 dégâts à un ennemi engagé avec vous. Évidemment, les secrets, chez les chercheurs, il y a de quoi les recharger. C'est un livre, il y a des cartes qui interagissent avec les livres. Un truc aussi, la carte a 5 icônes d'intelligence. Bah, éventuellement, on l'attribue un test de compétence, on se donne un plus 5. La carte est dans la défausse, et ben récup, voilà. C'est un objet donc on peut le récupérer de la défausse. Avec récup de niveau 2, on peut le rejouer depuis la défausse. Donc potentiellement, je sais pas moi, vous attribuez le Necronomicon, donc il part dans la défausse, vous réussissez votre test, alors pas pendant ce test là, mais plus tard, parce que pendant le test il est pas encore dans la défausse, mais plus tard vous réussissez une enquête de 2, avec récup de niveau 2, vous jouez donc le Necronomicon, je sais pas moi, vous prenez 2 indices n'importe où, ensuite vous jouez une lampe torche, vous n'avez pas d'emplacement de main disponible, ça vous force à défausser le Necronomicon, et ben ensuite, de nouveau, vous le récupérez avec récup, et je sais pas si vous avez un deck qui tourne bien, enfin qui est conçu pour et qui tourne bien, à chaque round, c'est j'utilise le Necronomicon pour 2 indices n'importe où, puis je le défausse, puis je le remets en jeu, et voilà. Donc plein de combos possibles, il y a, je sais pas, ça se tuteur avec le documentaliste, on le remonte dans sa main avec documentaliste adjointe, on peut l'utiliser une fois sans dépenser les secrets avec, je sais plus comment s'appelle la carte, l'événement qui vous fait
utiliser une capacité d'un livre sans jouer le livre, bon bref. Ah oui, il y a 5 ans j'avais mis la combo, donc avec Mintifan. On utilise les glyphes qui font découvrir un indice supplémentaire pour chaque groupe de 2 points de réussite. On enquête donc avec ces glyphes, on attribue le Necronomicon, on fait une enquête avec une valeur de compétence de 10 ou plus. Voilà. Et oui, donc je me suis interrompu. En plus, dans ce cycle-là, on a eu la carte de bibliothèque. Carte de bibliothèque, alors disponible uniquement pour les miskatoniques et les érudits. Capacité gratuite, lors de votre tour, s'il n'y a pas de soutien attaché à la carte de bibliothèque, dépensez une ressource, attachez-lui un soutien livre de votre main. Le soutien attaché n'occupe pas d'emplacement, limite de un soutien attaché. Forcez quand votre tour se termine, placez le soutien attaché sous votre deck. Et j'ai oublié de mentionner le parchemin des secrets. Alors je suis à peu près sûr d'avoir mentionné cette combo. Donc, pendant votre tour, vous utilisez la carte de bibliothèque de niveau 1. Vous prenez le Necronomicon qui est dans votre main. Vous l'attachez à la carte de bibliothèque. Il n'occupe pas d'emplacement, ok. Vous utilisez le Necronomicon comme ça vous arrange. Fin de votre tour, vous le mettez sous votre deck. Parchemin des secrets de niveau 3 version chercheur. En capacité gratuite, donc pendant une fenêtre de joueur. Vous regardiez les 3 cartes du dessous de votre deck et vous pouviez mettre une de ces cartes dans votre main. Donc, le Necronomicon est dans votre main, vous l'attachez à la carte de bibliothèque, vous utilisez ces 6 secrets, il part sous votre pioche, vous le ramenez dans votre main, et vous faites ça chaque tour. Et donc, une fois que vous avez en jeu le parchemin des secrets de niveau 3 et la carte de bibliothèque, alors la carte de bibliothèque de niveau 5 est permanente, ouais voilà, à chacun de vos tours, vous aviez la possibilité d'utiliser les 6 secrets du Necronomicon. Donc encore une fois, chaque tour piocher 6 cartes, ou chaque tour découvrir 2 indices n'importe où. C'était effectivement beaucoup trop fort, et moi je pense que j'avais un peu balayé le Necronomicon de ma mémoire, parce que vraiment, alors la carte coûtait 8 XP, donc il fallait vraiment la rentabiliser, en faisant des combos, et dès qu'on faisait des combos, c'était beaucoup trop puissant. Donc je trouve que c'est une bonne chose que ça soit ajouté à la liste des tabous. Voilà, alors encore une fois, moi ce qui m'intéressait c'était de vous présenter les tabous. J'en suis à 55 minutes d'enregistrement, j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu. Je vais m'arrêter là. Alors je vais faire un index temporel extrêmement détaillé, avec un marqueur temporel pour chaque carte mentionnée. Je vais pas entrer dans les détails sur le reste, parce que, voilà, je verrai. Bon, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne partie, je sais pas, bon été, bon. Tout ça, et je vous dis à la prochaine, au revoir.